Là, je crois que Maurice Hollander pouvait peut-être intervenir à propos de ce livre que vous aviez publié en 81, Le racisme, mythe et science pour Léon Poliakoff, avec vraiment une série de signatures très importantes, hein, celle aussi de Serge Moscovici et Pierre Nora qui sont là, vous bien sûr, Maurice Hollander, Jean-Pierre Vernant, Vidal-Naquet et beaucoup d'autres, où justement le racisme, mythe et science, est-ce que les démons sont à l'origine effectivement de toute science? Ce qui est peut-être intéressant dans ce volume épuisé depuis longtemps, c'est qu'en effet, qu'il faudrait, oui, il faut absolument éditer. Mais vous qui êtes chez Gallimard, Pierre Nora, vous pourriez peut-être le faire. Dans ce volume, ce qui était probablement intéressant, et il faut le replacer au moment où il est publié, en 1981, il y avait eu ces 3 colloques de Cerisy, Hommes et bêtes, le couple interdit, ni juif ni grec. Il y avait les séminaires qu'un grand nombre d'entre nous ont connus, que Clément Seller avait installé à la Maison des sciences de l'homme. Et ce qui, je crois, nous stimulait beaucoup intellectuellement dans nos recherches les uns et les autres, c'est que c'est le moment où, autour de Léon Poliakoff, se forment vraiment des équipes de chercheurs entièrement indépendants. Ce n'était pas un groupe structuré, même si cela existait, ça s'appelait groupe de recherche sur l'histoire du racisme, où nous essayons, historiens, sociologues, psychologues et tant d'autres, de voir comment, à diverses périodes de l'histoire, dans diverses régions, se construisent des images de l'autre, jusqu'à y compris, vous avez cité le nom de Vidal-Naquet, comment les monstres ou les hybrides de la mythologie grecque sont des figures d'altérité qui marquent comme une espèce de frontière entre l'homme et la bête, ou qui au contraire arrivent à créer un mix des deux. Alors, on a l'air d'être loin du racisme là quand on parle comme ça, mais c'est pas vrai. Adorno, et Léon savait ça, avait rappelé à quel point les métaphores animales, la manière de bestialiser l'autre était une des premiers types de formulations qu'on trouvait dès lors qu'on veut exclure un être humain d'un groupe. On considère comme une bête, on l'animalise, et tant d'autres figures encore. Alors, ce volume auquel vous faites allusion, mais c'était déjà le cas des séminaires de la Maison des sciences de l'homme, ça a été le cas différemment dans la revue que Léon avait contribué à créer, Le genre humain, on essayait de déplacer les questions d'antisémitisme, et même, je dirais, les questions de violence raciste à l'égard d'autrui, en des problèmes qui ont des allures déconnectées, je dirais des problèmes qui sont plus généraux, mais qui chaque fois ramènent à une seule question, c'est quoi pour chacun de nous l'autre? C'est quoi autrui? Et ça va très loin, puisque pour chacun de nous, le premier autrui, comme vous le savez, c'est aussi la section sexuelle, c'est masculin-féminin, et cela aussi, on le retrouve dans ces publications. Oui, non, en écoutant Maurice Hollander, j'étais en train de penser que nous 3 autour de la table, et peut-être nous 4 en vous comptant, madame, représentions 3 ou 4 âges de la biographie intellectuelle de Léon Poliakoff. À coup sûr, moi, j'ai compagnonné avec le Poliakoff solitaire, et complètement extérieur au monde universitaire, cherchant à y rentrer, et précisément ayant beaucoup de mal. Et qu'au fond, Serge Moscovici représente la deuxième période, celle où des colloques de Cerisy, où après être reconnu comme historien de l'antisémitisme, Léon Poliakoff commence à être un peu un philosophe de l'antisémitisme et un sociologue de l'antisémitisme, celui où il s'ouvre, connaît du monde et revient chaque fois d'ailleurs comme émerveillé d'avoir fait la connaissance de quelqu'un, puisque, par exemple, puisque Maurice Hollander est en face de moi, je pourrais témoigner de la joie paternelle que Léon Poliakoff a eu quand il a découvert ce jeune disciple, cette sorte d'activisme de l'esprit, de savant. Qui a mené à bon port le genre humain, il faut le dire. Celui qu'il aurait voulu être, Maurice Hollander, un homme, un vrai savant des langues anciennes et qui les connaissait et qui savait se débrouiller dans le monde. Ah oui, ça c'est important. Ce qui était très important. C'est-à-dire qu'il savait faire de l'édition, s'entendre avec des éditeurs, trouver de l'argent ici ou là, alors que lui se sentait un farfadet incapable. Alors, il avait trouvé, par exemple, et Maurice Hollander représente certainement une troisième période, celle où, par rapport à des gens beaucoup plus jeunes que lui, il commence à avoir, sinon des disciples, du moins, je n'ose pas dire une école, mais un carrefour, où, à travers le séminaire, des gens se réunissent dans un cadre interdisciplinaire et commence effectivement une sorte d'épousaille, je dirais, de Léon Poliakoff et de son temps, peut-être, où il le rejoint. Et il a eu le sentiment d'une communauté intellectuelle, scientifique, humaine,
dont il était le centre et qui a énormément compté dans la chaleur qui l'a entouré. Et puis, je dirais, vous, madame, vous représentez incontestablement la quatrième et dernière, je dirais, partie de cette existence où les femmes ont certainement aussi beaucoup compté, parce que ce grand charmeur ne charmait pas que les hommes, et donc avait très souvent des rapports heureux avec les femmes, et il a eu un rapport heureux avec vous, apparemment, et où il était plus déjà une sorte de... Comme il y a des pères de la patrie, il était le père de l'antisémitisme, si j'ose dire. et au fond, se prêtait, dialoguait, se racontait, était déjà devenu un peu mythique et mythologique, d'une certaine façon. Vous avez écrit quelque part que la foi en le destin providentiel des Juifs a été pour beaucoup, dans leur sort, effectivement étrange. Oui. Non, mais écoutez, c'est un sort effectivement unique en son genre. Je n'ai pas de théorie particulière à ce sujet, mais c'est un phénomène unique. Et l'idée de le résoudre en créant un État juif, jusqu'à nouvel ordre, n'est pas réussie à 100%. D'abord, le coin est très mal choisi. Il y a eu un célèbre faux, on connaît le nom, les protocoles de Sage de Sion. C'était un faux, on sait par qui et quand il a été écrit. Et maintenant, ce n'est qu'une curiosité hystérique, sauf que c'est un best-seller dans les pays musulmans. Et donc, Israël n'aurait pas dû s'installer là-bas? Ben, il y avait des coins plus tranquilles. Au tout début de ce siècle, un Chamberlain, qui était il dirigeait le Conseil des ministres britanniques, avait proposé à l'organisation sioniste qui venait de se créer le Kenya. C'était un coin beaucoup plus tranquille. Oui. Mais qui peut-être était moins mythique, justement, puisqu'on parle de mythe. Ah, oui, mais voilà, le mythe y manquait. Mais vous savez, j'ai abouti à des conclusions très hérétiques, à savoir que là où on n'enquiquine pas les Juifs, ils s'assimilent à 100%. Il y a eu pendant des siècles des colonies juives en Chine et en Inde, assimilation à 100%, comprenez? Ce n'est que dans les coins où on les enquiquine. Qu'ils continuent à vivre. Ils continuent à vivre en tant que Juifs. Pierre Nora? Eh bien, je voudrais réagir à ça parce qu'il y a un mot qui n'a pas été prononcé dans cette émission et qui est capital pour Léon, c'est Israël. C'est-à-dire ses rapports avec Israël. Et là encore, on retrouverait, je crois, beaucoup de ce que cette attitude ambiguë que je soulignais tout à l'heure. Parce que Léon Poliakov était un sioniste inconditionnel. À tout moment, donnant en quelque sorte raison à Israël d'être ce qu'il était, de faire ce qu'il était, même si dans son fort intérieur et à partir de 1973, on pouvait imaginer des arrière-pensées et des réticences. Alors, d'un côté, il était tout à fait sioniste, de l'autre, il n'était pas question qu'il y aille, si j'ose dire, il était tout à fait ici, et il vivait ces deux plans sans aucune espèce de difficulté. Là encore, on retrouve l'homme in-out, dehors, qui m'a beaucoup frappé. Et cette attitude ambivalente, au fond, est profondément ambiguë, parce que derrière cette inconditionnalité, il y avait probablement beaucoup de réserves intérieures. Je pense effectivement que Léon
avait des réserves par rapport à Israël ou des comme ça. Il était qu'un juif de la diaspora, je dirais. Mais je veux simplement te faire remarquer qu'être sioniste n'implique pas aller en Israël, puisque les masses juives qui étaient sionistes n'avaient pas l'intention d'y aller. Mais je pense que cette remarque qu'il a faite à propos de l'endroit d'Israël est quand même quelque chose qui montre sa propre douleur d'une certaine manière. Mais il n'y avait pas d'autre légitimation pour les Juifs de partir, d'y aller quelque part, qu'Israël. Il n'y a pas d'autre légitimation de l'existence de cet État, comme du peuple juif, que la Bible, finalement. Même si on est athée, c'est quand même le seul socle sur lequel on peut... Maurice Hollander. Oui, pour prolonger ce que Serge Moscovici vient de dire, avec quand même la particularité que durant 2000 ans, il y a toujours eu des Juifs en terre de Palestine, que ce qu'on connaît de la population juive de Jérusalem au milieu du 19e siècle est qu'il y avait un grand nombre de Juifs, et que la Bible étant un peu, quand on en parle comme ça ce soir à la radio, comme si on parlait d'Homère ou d'Hésiode, pas oublier que toutes ces populations juives parlaient tous les jours de Jérusalem dans leurs prières, même quand elles étaient des populations quasi illettrées, et que donc il y avait un rapport extrêmement concret, quotidien, à cette terre, à la fois sainte et douloureuse, comme toutes les terres saintes. Je vous remercie tous les trois, Pierre Nora et Maurice Hollander, tous les deux historiens, Serge Moscovici, sociologue, et vous êtes tous les trois professeurs à l'École des hautes études en sciences sociales. C'était Hommage à Léon Poliakoff par Eliane Contigny, réalisation Muriel Suner et Marie-Laure Collin.